Valeureuses et valeureux téléspectateurs, bienvenue dans votre émission École Guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Après l'étape de la commune de Matam, nous voici à présent dans la direction communale de l'éducation de Dixine pour l'effectivité des cours. Après quelques semaines de l'ouverture des classes. Alors, chers téléspectateurs, vous allez voir tout à l'heure comment nos enseignants évoluent en situation de classe, comment les enseignants sont évalués par les inspecteurs. Chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre les temps forts. Quand on parle de l'hydrographie, on dit l'hydrographie, c'est l'ensemble des cours d'eau et des lacs de l'Afrique. Non seulement ce n'est pas de l'Afrique, mais du continent. Il arrose un continent, une région ou un pays. Alors, donc, nous avons le plus long fleuve. Nous avons le fleuve Nil qui fait 6700 km. Non, ce n'est pas carré. Voilà. Alors, il est le plus long fleuve du continent africain. Il prend sa source dans le lac Victoria. Plus précisément en Ouganda, dans le pays qu'on appelle Ouganda. Est-ce que c'est compris? Oui. Il bleu, nous avons Akbara et nous avons Soba. Voilà les affluents du fleuve Nil. Alors, regardez sur la carte, j'ai commencé et regardez, il prend sa source ici, dans le lac Victoria. Ici, c'est en Ouganda. Voyez, et il traverse un bon nombre de pays pour venir se jeter dans la mer Méditerranée, en passant par un pays qu'on appelle l'Égypte, n'est-ce pas? Oui. Alors, donc, regardez, et c'est comme ça, et il fait son parcours, mais il commence toujours par là, dans le lac Victoria, et il remonte jusqu'au niveau de la mer Méditerranée. L'importance de ce cours, c'est d'amener les enfants à comprendre sur le continent les fleuves qui s'y trouvent et les lacs qu'on rencontre sur le continent africain. Ce qu'on peut retenir, il faut d'abord reconnaître les principaux fleuves du continent africain, connaître leur longueur, connaître leur source, connaître leur embouchure où le fleuve se jette, connaître leur régime et quelques barrages qui permettent d'électrifier le pays. Et construire sur ces fleuves-là qui permettent d'électrifier le pays. Soit dans un pays, on a toujours sur un barrage, on a toujours au moins un barrage qui est construit sur le fleuve. Et on connaît l'importance d'un barrage hydroélectrique, surtout chez nous en Guinée ici. Nous avons des exemples. Bon, souvent les enfants ont des problèmes par rapport à certains termes, le lit, un affluent et d'autres définitions. Est-ce que vous avez donné ça ici? Oui, je donne des définitions. Par rapport l'embouchure, par exemple. Oui. Par exemple, l'embouchure, c'est un point où le fleuve se jette dans la mer ou dans l'océan. La source, par exemple. Je ne commence pas ça sans donner la définition ou bien leur demander si ils savent ce que veut dire la source. Vous voyez, c'est un point où la naissance d'un cours d'eau. Avec votre handicap, vous parvenez à satisfaire les élèves. Et alors, quel message fort avez-vous à l'égard des candidats de toute la Guinée par rapport à la réussite de l'année scolaire 2022-2023? Ils n'ont qu'à apprendre leurs leçons. Il n'y a pas... Ce n'est pas sorcier. Quand tu apprends, tu es admis. Mais quand tu n'apprends pas, alors ça sera comme
ont un conteneur sur le dos. J'ai compris les principaux fleuves, leur longueur, leur source, embouchure, etc. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qu'une embouchure alors? Une embouchure, c'est là où le fleuve se jette. L'hydrographie, c'est l'ensemble des cours d'eau d'un pays, d'un continent ou d'une nation. On a le fleuve Nil, Oui. le fleuve Congo, Oui. le fleuve Zambèze, l'Orange, le Sénégal. Très bien, applaudissez pour elle au moins. J'ai compris les leçons que le prof a expliquées. Oui. J'ai compris les fleuves, Oui. les lacs et l'hydrographie de l'Afrique aussi. Quelle est la différence entre lac et fleuve? Lac et fleuve. Mais c'est la différence des lacs. Lac est un milieu où l'eau stagnante, qui ne bouge pas. Oui. Le fleuve, c'est un cours d'eau qui se jette. Le récit, souvent, on trouve le récit n'est pas dans le roman. Ou bien, donc, n'est pas racontant des faits ou des événements dont nous avons été témoins ou n'est pas que nous avons imaginé. Bien, donc, dans ce texte, ici, Kamara Laye évoque le récit de la récolte du riz, n'est pas qu'il a vécu dans son village à Tindika. Ce cours permet à l'élève de produire n'est pas des textes ou des discours, de produire un texte ou un discours narratif, un texte ou un discours n'est pas argumentatif ou explicatif ou injonctif, n'est pas selon n'est pas ça pousse l'élève, ça initie l'élève à la rédaction, n'est pas à développer sa capacité d'imagination et n'est pas de production en matière n'est pas d'expression. Mais il y a un titre qui est donné à ce texte. Le quoi? La récolte du riz. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est un thème qui n'est pas tiré au hasard. Oui. Et Oui, c'est un extrait de... C'est un extrait n'est pas du roman de Kamara Laye, intitulé L'enfant noir. Oui, Mais cela parle de quoi? Les faits du village ou bien quoi? Ça prêtresse quoi? Ce n'est pas des activités du village. Oui. Donc les activités, autrement dit, les activités, n'est-ce pas, culturelles, les travaux champêtres, donc n'est-ce pas au village. Donc c'est ce qui est évoqué, et il a été témoin. Donc chaque vacances, il allait n'est pas au village pour assister à ces activités pareilles. Technique de l'expression. Technique d'expression. Oui. Qu'est-ce que cela te permet de faire? Ça me permet à faire la rédaction, à bien rédiger ma rédaction, et puis ça me permet de savoir les activités qui se passent dans l'intérieur de la... J'ai compris beaucoup de choses, notamment sur le titre, on dit le récit. C'est-à-dire, le récit, il nous permet de faire les textes, d'écrire les textes au fait, d'écrire les textes, de savoir faire la rédaction, de savoir faire beaucoup de choses. Et puis, comme par exemple, comme on nous demande de faire le texte, ou bien une réaction au fait. La moissonneuse, ce sont des gens qui font de la moisson au village. Bon, là, c'est un test qui nous dit que ce n'est pas seulement le consort ou bien les trucs qui ont de... On peut aussi faire des activités du village. Ça, c'est parti présent, non? Oui. Parce que la partie présent a son propre su. C'est quoi? Les samedis. Maintenant, on dit proposition subordonnée participe. Ça, c'est maintenant quoi? Ça, ici, magasin fut évacué. Ah, c'est la partie présent. Non. C'est la partie passée. Non. Le peuple a conçu à quel temps? Fut évacué. Oh, passé en. En tout cas, ça, c'est proposition principale. Proposition principale. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Proposition subordonnée. D'abord, il y a des subordonnés. Il y a 5 subordonnés. Il y a subordonné Réla. Si c'est introduit par pronom Réla, il y a proposition subordonnée conjoint ou complétive. Maintenant, si c'est introduit par conjonction de subordinat, il y a proposition subordonnée infinie. Si l'infinitif a son propre su, il y a proposition subordonnée participe. Si le participe présent ou participe passé a son propre su, et il y a proposition subordonnée infinitive interrogative indique. Si la question est posée indirectement, ou bien si les mots de liaison là, soit qui est pronom interrogatif, il y a quel qui est adjectif interrogatif, et il y a pour non. Si ces mots-là posent la question, on appelle proposition subordonnée interrogative indique. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des gens ont des problèmes, ont des lacunes dans la langue de Molière. Pourquoi ce cours? Pourquoi ce cours? Parce que c'est l'un des cours mères
d'abord au collège, parce que toute personne qui rate base, tu ne peux plus maintenant te retrouver. Pour comprendre mathématiques, la chimie, la physique, il faut ça. C'est pourquoi on se bat et on se bat toujours pour les aider à comprendre d'abord la langue étrangère, parce qu'on n'apprend pas en malinké ni en soussou. On apprend toujours en français. Dans ce cas, si tu ne comprends pas le mot, tu ne peux même pas comprendre d'abord les autres matières. C'est pourquoi on se base toujours. Surtout, moi, les bases, celui qui rate base, surtout au collège, le lycée, c'est la littérature. Mais au collège, c'est grammaire. Si tu comprends grammaire ici, la littérature devient facile. Mais si toi, tu ne comprends pas grammaire, la littérature devient très compliquée. Alors, comme vous parlez des types de subordonnés, est-ce qu'on peut avoir un aperçu général là sur les subordonnés, conjonctifs Au collège, on nous demande toujours de faire l'analyse logique. Dans ce cas, l'analyse logique, tu ne peux pas faire l'analyse logique sans d'abord maîtriser les propositions subordonnées. Quand on vous dit l'analyse de la phrase, on parle des trois principales. D'abord, proposition principale, proposition indépendante et proposition subordonnée. Les subordonnés, maintenant, il y a 5 types de subordonnés. Il y a subordonnée conjonctive, si c'est conjonction de subordination. Il y a subordonnée relative, si c'est pronom relatif. Il y a subordonnée infinitive. L'infinitive peut avoir son propre sujet. Il y a subordonnée interrogative et subordonnée participiale. Ceci nous aide à faire l'analyse logique dans la phrase. L'analyse logique, pourquoi on fait l'analyse logique? L'analyse logique, c'est de comprendre la phrase, comment est la structure de la phrase. C'est ça pourquoi on apprend à faire l'analyse logique. Si c'est l'analyse grammaticale, c'est de comprendre d'abord le mot dans son histoire. Parce qu'il y a des mots, surtout les 9, non pas dans sa composition, dans l'utilisation du mot. Parce qu'en français, on utilise les 9 mots. Les mots, un mot grammatical, mais les mots grammaticaux. Dans ce cas, les mots là, on les apprend quand tu les maîtrises. Si tu sais dans la phrase, tel mot est nom, tel mot est adjectif, tu peux t'en sortir. Parce que quand tu connais le mot, tu peux l'employer très bien. Mais tu ne peux pas employer un mot que tu ne connais pas d'abord. Les dispositions que nous avons prises pour la bonne rentrée, d'abord le nettoyage, l'assainissement de l'école et l'effectif qui peut ne pas fatiguer les professeurs dans les classes. Les effectifs sont limités, comme nos chefs hiérarchiques l'ont demandé. Classe de 10e, nous devons mettre les triplans dehors. Les triplans, ce sont eux qui font que nous avons un effectif pléthorique. On doit les mettre dehors parce qu'ils n'ont vraiment plus de place avec nous. Les membres de la direction ont été beaucoup diminués. On n'a plus d'archivistes, on n'a plus de conseillères. Au niveau de la direction, nous étions au nombre de 11. Maintenant, nous sommes 3 qui effectuent ce travail. Donc c'est pourquoi c'est un peu lent. Ce n'est pas facile que 3 personnes fassent le travail de 11 personnes dans le même temps. C'est ce qui nous fatigue un peu. Mais ce qui est sûr, la semaine, là, tout sera à jour. On a fait un plan interne ici. Les professeurs qui n'ont pas cours viendront à notre aide pour qu'on puisse élaborer les travaux qui ne sont pas encore mis à jour. Nous avons 11 groupes pédagogiques, dont 3 promotions 7e, 3 en 8e, 2 en 9e et 3 en 10e. Nous avons 26 enseignants au niveau de notre établissement. Enseignante, on n'a qu'une seule, prof d'anglais. Oui, la satisfaction est grande. Parce que l'état dans lequel j'ai trouvé l'école là, sincèrement, c'était délabré. On ne peut que remercier le DCE qui nous a aidés auprès du ministre pour que l'école soit rénovée et qu'il puisse avoir cette beauté-là. Nous sommes très contents et nous sommes très ravis, n'est-ce pas, d'avoir une telle infrastructure, n'est-ce pas, dans notre commune, et plus particulièrement à ce que nous soyons déployés ici comme les encadreurs, n'est-ce pas, de cette école. À propos de l'hygiène, on a donné des sensibilisations, n'est-ce pas, à la localité et non seulement à tous les enseignants, n'est-ce pas, de cette école. On a fait de sorte que on a fait la répartition des tâches, n'est-ce pas, des 18 salles de classe et en même temps les 18 latrines et la cour de l'école. D'abord, on remercie le président de la transition, on remercie le ministre Guillaume Haring de nous avoir donné un DCE exemplaire comme M. Konaté. Depuis son arrivée à la DCE de Dixine, franchement,
La manière dont on a parlé de refondation, c'est ce qu'on est en train de voir. Parce qu'en quelque sorte, quand on parle de refondation, c'est comme si c'était reconstruire, renouveler. Chers téléspectateurs, vous qui suivez l'émission École guinéenne, après l'étape du collège de Donka, nous sommes à présent dans un autre établissement de cette grande commune. Et maintenant, c'est l'étape de l'école Barry-Yaoundou. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de tendre le crassoir au premier responsable de cette commune, de nous en dire plus. Bonjour, monsieur le DCE. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, nous sommes dans une école qui fait peau neuve, l'école Barry-Yaoundou. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? L'école a été construite en 5 mois. En 5 mois. Et vraiment, c'est une fierté de la Guinée parce qu'il n'y a pas son deux. Il y a 10 salles de classe. Il y a 10 cabines de toilettes, et il y a la bibliothèque, il y a l'infirmerie, il y a le magasin, il y a la cantine, il y a le bureau du directeur. On a 3 bureaux, directeur, son adjoint et l'archiviste. Donc on a salle des professeurs. Donc vraiment c'est de jamais vu en Guinée, c'est l'exemplaire. Et c'est une fierté de la commune de Dixine. Une fierté de la commune de Dixine. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est une beauté, un bijou qui est mis à votre disposition. Quelles sont les dispositions alors prises pour maintenir cette beauté, pour maintenir la joliesse de cette école? Merci. C'est en collaboration avec, parce que l'école est donnée à la communauté. Et en collaboration avec la communauté, vous avez vu déjà la cour c'est tellement propre. Et on a des gens qui sont là pour le nettoyage. Et élèves et enseignants, on informe. Il y a la culture de la propriété et de l'hygiène qui est installée. Chaque jour, autour du banc, on donne des informations. Et dans les classes, il y a au moins 5 minutes, on informe aux enfants de ne pas écrire sur les murs, d'arroser les fleurs et ainsi de suite. Donc ça, nous allons entretenir. En collaboration avec le quartier, avec la communauté qui vient chaque fois à notre secours pour nous aider à l'entretenir. Donc vraiment nous sommes fiers que nous allons garder et nous allons soigner l'image de cet établissement jusqu'à nouvel ordre. Soigner l'image de cet établissement veut dire par là qu'il faut tenir compte aussi de la qualité des enseignants qu'il faut pour la formation des enfants. Est-ce que vous avez mis une stratégie en place pour la sélection des enseignants dans le cadre de la formation? Merci. Comme déjà on a la politique du gouvernement, le ministre Guillaume nous a aidés depuis son arrivée, il y a la formation continue. Donc on ne peut pas dire qu'il faut sélectionner des enseignants comme ça. Donc déjà, après le passage de l'inspection, l'inspection fait ses remarques et on a des enseignants à former. Il y a des catégories des enseignants à former, donc on continue à les former. Et il y a d'autres qui sont appréciés et qui sont là. Et les directeurs aussi, il y a une formation pour les directeurs qui viennent encadrer aussi ces enseignants. Donc on ne peut pas dire qu'il faut sélectionner des meilleurs pour les envoyer, non. Ce n'est pas comme ça, on a envoyé tout le monde. Et à partir de là, au fur et à mesure, il y a la formation qui continue. La formation continue est là. Et bientôt, nous venons, on est avec les maîtres de CP1. Et après, c'est les maîtres de CE1 et CP2, ainsi de suite. Donc, ces formations-là sont instaurées. Ici, c'est construit pour 600 élèves. Donc, c'est 30 par salle. Et on devait avoir 18 enseignants. Donc, vu la demande de la population, vu l'utilité de l'école, parce que le quartier était très pauvre en école. Donc là, on était obligé de faire en mi-temps, c'est-à-dire un roulement. Un groupe vient le matin, un groupe vient le soir. Donc ici, il y a 18 enseignants disponibles. Et combien de groupes pédagogiques? Il y a 18 groupes pédagogiques. Maintenant, x2, ça fait les 36. Donc un groupe vient le matin et un groupe vient le soir. Ce qui fait qu'on a ici 1200 élèves. Donc vous voyez, donc ça a soulagé beaucoup la population. Et chaque matin, ils viennent massivement pour voir l'état de propriété et l'état, comment les enfants sont enseignés. Et l'inspection aussi. Hier, toute la journée, il y avait l'IGE nous a envoyé des inspecteurs pour inspecter les enseignants qui sont là. On voit réellement qu'il y a la pléthore, surtout que l'année dernière, le taux d'échec était un peu plus élevé. Alors, cette année, vous avez des écoles qui sont construites dans ce cadre pour vous aider. Et au nombre de ces écoles, on peut démembrer combien d'écoles qui sont construites au sein de votre commune et quelles sont les écoles qui sont en voie de construction ou bien qui sont en déficit?
Bien, depuis mon arrivée, c'est une chance. Et je ne peux pas dire que c'est une chance pour moi que je suis tombé à des bons moments. Parce que ça fait des années, depuis plus de 20 ans, Dixine n'avait pas connu de construction d'école. Donc c'est des anciennes, c'est des maisons des jeunes qui ont été transformées. Mais à mon arrivée, ça a été une chance qu'on a eu 10 salles de classe. La première fois dans Dixine, il y a plus de 20 ans. Donc après, l'école, le collège 2 de Donka a eu, vous avez vu comment est le bâtiment. Vraiment, ils ont rénové à 100%, les toiles, tout a été rénové. Donc toutes les écoles de Dixine, quand on prenait encore Amica Cabral, vraiment c'est encore extraordinaire. Vous prenez Dixine Centre 1, vraiment je ne peux pas citer, les écoles de Dixine sont vraiment, c'est pas comme les autres communes, on est en manque criard parce qu'on a peu d'écoles. Mais le peu qu'on a, vraiment c'est des écoles qu'on peut présenter partout. Donc, en vous entendant, on a l'impression que tout est rose. Est-ce qu'on peut savoir les difficultés auxquelles vous êtes confrontés maintenant? Oui, bon, tout n'est pas, on ne peut pas dire que tout est rose, mais sur le plan de l'infrastructure, on peut dire aujourd'hui, alhamdoulilah, malgré qu'on a des besoins, parce que la communauté demande un collège, un lycée. Parce que quand vous prenez, on n'a qu'un seul lycée, Dixine n'a qu'un seul lycée, et de public, un seul lycée public. Donc, vu l'effectif, vu le nombre, vu la demande, vraiment, nous demandons à l'État de nous aider à avoir un collège ici, parce qu'il y a l'espace. Un collège et un lycée. Donc, il y a quand vous partez vers Afia, il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée. Donc, ces enfants-là sont obligés de traverser l'autoroute pour partir au 1er mars. Et il y a des risques d'accident. Donc là, nous demandons à l'État de nous aider. On est en manque criard de lycée et de collège. Donc là, nous demandons, et quand vous prenez, il y a de ces écoles qui ont été transformées, comme Kerno Moussa Kanté, c'est l'ancienne maison des jeunes qui a été transformée, mais l'école a été vraiment donnée à la communauté. Mais on a vu que les voisins sont là en train de récupérer par-ci, par-là, et l'école n'est plus comme ça, comme avant. Donc l'État doit nous aider à récupérer ces domaines. Les domaines qui sont de l'État. Oui. Donc là, nous déplorons ces agissements des voisins, des riverains des écoles qui sont là en train de rentrer dans les concessions scolaires. Donc nous demandons à l'État de nous renforcer pour pouvoir récupérer ces domaines. Nous venons du collège de Donka où nous avons vu la prestation de quelques enseignants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une inspection qui est à pied d'œuvre pour voir la qualité des enseignants sur le terrain? Oui, et déjà avec le contrat de performance qu'on a signé avec l'inspecteur, et l'inspecteur aussi a signé avec le ministre. Donc là, dans ce contrat, nous devons inspecter plus de 700 enseignants. Et quand vous êtes parti au bureau, vous avez trouvé que le bureau est vide. Donc du 7 jusqu'au 24 décembre, les gens sont sur le terrain pour... Même les responsables aussi dispensent les cours. Même les responsables dispensent les cours. Moi, je dois prendre mes cours de mathématiques au collège 1 Donka ou au collège 2 Donka pour donner les cours de mathématiques. Donc tout le monde est autorisé, c'est une obligation maintenant pour tout le monde de passer, même si c'est 2 heures, 4 heures de temps dans la semaine, de donner aux enfants. Alors les innovations que vous n'avez pas tous citées d'abord du ministère et vous aussi. Depuis votre arrivée, j'ai vu que la physionomie de la DCE change de façon exponentielle. Alors qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? La refondation de l'État. Et là, partout où tu passes, il faut laisser des traces. Et on est jugé en fonction de ce que nous faisons. Nous serons évalués à la tâche. C'est-à-dire, ce n'est pas venir se cacher dans les bureaux. Ou l'image d'abord d'un directeur ou d'un chef d'établissement, c'est son bureau. Donc là, on est là, on ne doit pas se focaliser au bureau, mais le bureau, il faut que ça soit vivable. Il faut que ça soit vivable, ça fait partie de notre contrat. Et quand vous partez aussi dans les écoles, on a dit qu'il faut les toilettes. Il faut les toilettes, il faut que l'école, même si c'est pas, il n'y avait pas la peinture, mais il faut que ça soit propre. Donc, tout le monde a jugé, même le ministre sera jugé. Même le ministre va juger. Oui. Mais nous, à notre niveau, nous serons jugés par l'inspecteur et l'inspecteur à son tour qui sera jugé par le ministre. Mais moi, à mon arrivée, il n'y avait pas de toilettes pour les cadres. Donc il n'y avait pas de toilette et moi-même, la toilette c'était impraticable. Donc il fallait se battre pour mettre les cadres de la DC dans les meilleures conditions. Et vraiment, même si ce n'est pas à 100%, mais on se bat à faire le maximum pour que le bureau soit vivable.
Vous êtes assoiffé pour bien faire. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? L'État nous accompagne, on a accompagné. C'est pourquoi on a pu faire tout ce que vous voyez au niveau de la DCE dans quelques écoles. Si sinon on n'est pas accompagné par l'État, on ne pourra rien faire. On a vraiment le minimum ou bien le maximum de ce qu'il faut pour vraiment entretenir un bio. Et nous allons poser tout à l'heure une question bonus. Et cette question mérite un prix. Hein, n'est-ce pas? Oui. Vous ne me connaissez pas? Oui. Alors, sans plus tarder, monsieur, le ministre Guillaume Hawing, depuis son arrivée, quelle impression avez-vous par rapport à sa détermination, ce dévouement pour changer l'image du système éducatif guinéen? C'est un ministre dévoué et un ministre courageux, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de donner les vrais résultats des examens. Et ça fait très longtemps, très longtemps, moi je ne sais même pas la date, et donner les vrais résultats, c'est le ministre Guillaume qui a osé. Il a osé, ce n'est pas contre les enfants, ce n'est pas contre les enseignants, ce n'est pas contre les parents, c'est pour montrer au pays, c'est pour montrer à tout le monde de ne pas accepter d'être trompé. Il faut accepter les vrais et à partir de là, ensemble, on trouvera la solution. Et quand, après les diagnostics des examens, maintenant, lui-même il a compris qu'il faut d'abord former les enseignants. Les enfants, quand on pose la question, non, c'est les enseignants, non, c'est les parents d'élèves, non, c'est les élèves, chacun rejette. Donc là, lui, à notre part, il a d'abord commencé à la formation des enseignants. Pendant les vacances, on a passé les vacances dans cette formation. Maintenant, la formation continue. Chaque fois, il y a des séquences de formation et c'est grâce à lui, il se bat pour trouver les moyens pour nous, pour mettre à notre disposition, pour pouvoir former ces enseignants et pour pouvoir encadrer nos enfants. Merci M. Konaté, le DCE de Dixina. Et vous avez vu tout à l'heure ce talentueux DCE qui vient de déballer un peu sa politique, sa gestion administrative, sa gestion de la DCE. Et en plus, c'est pour vous dire que nous sommes dans la refondation de l'État. La refondation va aussi avec le système éducatif, elle va aussi avec le système sanitaire et tout. Alors, sans plus tarder, merci, à la prochaine.